Cet épisode historique de notre histoire contemporaine, ça ne concerne pas seulement l'histoire, ça concerne aussi notre présent. Et quand on voit l'actualité brûlante de ces dernières semaines, et notamment l'étiage de l'extrême droite, eh bien, on ne peut s'empêcher de penser que l'une des raisons, et ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons qui explique que l'extrême droite puisse être à ce point en France, à un niveau quand même qui est scandaleux et exceptionnel en Europe. Eh bien, l'une des raisons, c'est le passé colonial de la France et l'absence de travail dont il a fait l'objet de la part de nos institutions publiques, de nos responsables politiques, des différents partis de la société française, pas au même titre les uns que les autres, parce qu'ils n'ont pas la même implication, la même histoire par rapport à ce fait colonial, mais un peu tous, d'une certaine façon, je dirais, même si c'est un peu à l'emporte-pièce, un peu excessif. Il ne faut pas oublier le mérite de ceux qui ont été les plus audacieux, les plus courageux, les plus lucides par rapport au fait colonial. Et ça, il faut au contraire leur rendre hommage. On parlait d'un maire de Chambéry d'il y a quelques années qui avait une histoire qui s'ancrait dans celle de ces socialistes dissidents qui avaient fait le PSA puis le PSU en réaction contre la politique de leur parti pendant la guerre d'Algérie. Je parle de M. Besson, vous avez compris. Bon, donc il y a des partis qui ont eu des mérites plus grands que d'autres. Les communistes ont une histoire particulière dans ce passé colonial. Et il ne faut pas non plus rejeter en bloc ou simplifier ce qui constitue néanmoins leur manque et leur absence de lucidité par rapport à certains épisodes, à mon avis. Bon, même si tout cela fait débat et entre historiens, avec tous les citoyens qui réfléchissent sur ce pan d'histoire, il y a des choses qui peuvent être discutées, réfléchies, repensées, sans avoir un point de vue anachronique non plus. Il faut se replacer dans les moments et dans l'évolution de l'opinion publique à tel ou tel moment dans notre histoire. Bon, donc il ne faut pas avoir des jugements à l'emporte-pièce, mais il faut réfléchir. Il faut que nous tous, je dirais, nous tous réfléchissions à cela, qu'il s'agisse des associations, comme celle-ci qui organise opportunément ce cycle, cette série de rencontres qui est tout à fait intéressante, les associations et les forces politiques aussi, qui se redistribuent. Ça ne vous a pas échappé que les forces politiques, toutes, sont dans une phase de perplexité, redistribution et repartage et repositionnement. Bon, enfin voilà. Donc, à mon avis, ce coup d'œil dans le rétroviseur, ce coup d'œil vers le passé, avec des contributions nécessaires d'historiens, comme je peux essayer de l'apporter, eh bien, sont utiles non seulement pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la France ou du monde, mais pour notre vie politique de citoyen d'aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je voulais dire en introduction, en quelque sorte. L'importance de ce sujet et le fait que je sois vraiment content que vous l'ayez posé dans votre programme, ce sujet des 60 ans de la fin de la colonisation, de la guerre d'Algérie, et le retour nécessaire sur cette période. Et c'est une période de 3 siècles d'histoire de notre pays.
qui a commencé, ben oui, qui a commencé au XVIIe siècle, en gros, avant le règne de Louis XIV, qui a été une accélération avec le Code noir dans la période esclavagiste de la colonisation. Mais ça a commencé il y a fort longtemps. C'était une affaire, la colonisation, qui était liée à la pratique de l'esclavage et à certains aspects de l'économie de l'époque. C'était pas le pétrole encore, hein. C'était le sucre, qui était la denrée particulièrement précieuse, qui modifiait et l'alimentation et l'économie, le commerce extérieur d'États européens, dont la France. Bon. Donc, il y a eu une première période. Une première période, c'était l'objet du petit bouquin que j'ai fait qui s'appelle Marianne et les colonies. Une première période jusqu'à la Révolution française, où le fait colonial était critiqué par les philosophes, par les encyclopédistes, et qui trouvaient que c'était contradictoire avec toutes les idées humanistes en ce qui concerne le traitement des êtres humains, hein. Ces violences qui étaient liées à l'esclavage et aux peines prévues par le Code noir, etc., c'était de la barbarie, hein. Il y a un passage du Candide de Voltaire où le nègre de Suriname, ça s'appelle le petit chapitre, et où le personnage de Candide et celui de Pangloss rencontrent un homme qui a le bras coupé, la main coupée et la jambe coupée. Et il explique pourquoi. Il dit, bah oui, c'est normal, c'est ici, c'est la loi, le Code noir en l'occurrence, qui disait que quand on travaille pas bien, on a la main coupée, et puis quand on essaye de s'enfuir, on a la jambe coupée. Voilà. Et le petit passage de Candide se termine par « C'est à ce prix que nous mangeons du sucre en Europe. » Hein? Bon. Donc, les philosophes, les encyclopédistes aussi, ont des remises en cause. Et au moment de la Révolution française, ça ne se fait pas tout de suite. Parce que ce que l'on peut appeler le parti colonial, qui a compté beaucoup pendant toute cette histoire, qui a commencé à l'époque de la Révolution et de ce qui la précédait, il y avait un lobby colonial, on n'employait pas ce mot-là, mais ils étaient même organisés, ils avaient leur quartier général dans un hôtel particulier qui n'existe plus maintenant dans Paris, mais qui était à l'époque un lieu de rencontre et de lobbying, hein, pour eux. Eh bien, ils ont essayé de faire obstacle d'abord aux anciens esclaves qui avaient obtenu l'émancipation et qui auraient dû avoir le droit de voter pour les États généraux. Ils y avaient fait obstacle, d'abord. Donc ils ont mené bataille. Puis après, ils ont mené bataille contre l'abolition de l'esclavage, qui n'a pas été ça n'a pas été aboli tout de suite, hein, au début de la Révolution, au moment de la déclaration des droits de l'homme, hein, août 89, on ne parle pas de l'esclavage. Hein. On parle des droits imprescriptibles et des hommes dans leur ensemble. Donc on peut en déduire que cela impliquait l'abolition de l'esclavage, mais ce n'était pas dit. Et on ne l'a pas aboli tout de suite. Il a fallu attendre 1794 pour qu'il y ait une loi votée abolissant l'esclavage, portée par la montée du mouvement révolutionnaire et par la volonté de faire en sorte que ces idées proclamées en France, elles s'appliquent partout, parce que sinon on n'est pas conséquent, on est hypocrite. On dit ça va dans certains cas, ça ne va pas dans d'autres. Et on ferme les yeux sur les violations qui existent. Donc les révolutionnaires et les premiers républicains, ils ont été bien sur ce sujet-là. Ça n'a pas été le cas par la suite, dans les épisodes qui ont suivi. Alors vous savez tous que
Napoléon a rétabli l'esclavage, hein, et il a balayé une grande partie de l'œuvre de la Révolution. Bon. Et le XIXe siècle, ensuite, eh bien, il a reconstitué des formes d'esclavage au prétexte de la colonisation. Hein. Et il y avait cet argument, nous avons perdu nos colonies, en gros, ils avaient perdu ce qui est devenu Haïti, vous savez, c'était la principale, ce qu'on appelait Saint-Domingue à l'époque. Eh bien, c'était une révolte des esclaves qui avaient obtenu l'indépendance, l'abolition de l'esclavage et l'indépendance. Bon. Alors, il s'est dit au XIXe siècle, c'est un désastre pour la France, pour notre économie, de perdre nos colonies, on en a besoin. Donc, on va en chercher d'autres. Alors, on a cherché du côté de l'Égypte et du Proche-Orient, ça n'a pas marché très fort, y compris pour l'expédition d'Égypte de Napoléon. Mais l'idée d'envahir le Maghreb, et en commençant par le Maghreb central, qui était une régence de l'Empire ottoman à l'époque, et qui était plus, comment dirais-je, une proie facile que les États un peu plus constitués qui existaient aux deux autres extrémités du Maghreb, à l'est avec la Tunisie, hein, et à l'ouest avec le Maroc. Donc c'est le Maghreb central qui a été l'objet en 1830 d'une invasion et d'une conquête avec un corps expéditionnaire de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ça a été décidé par Charles X, le souverain, qui n'allait pas tarder à être renversé par ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830. Bon. Alors, conquête, prise d'Alger, prise de la région d'Alger, dans un premier temps, et ensuite renversement du régime de Charles X, hein, de la Restauration, et puis il y a eu la monarchie de Juillet, hein, vous savez, Louis-Philippe qui allait se présenter comme plus libéral, plus démocrate que les Bourbons qui avaient précédé. Et à ce moment-là, la question s'est posée, est-ce qu'on persiste dans cette conquête de ce Charles X obsédé par les guerres et l'expansion et à la manière des souverains de l'Ancien Régime? Et ça a été continué, en gros, avec des périodes de guerre, des périodes où il y a eu des traités, notamment au moment de la guerre contre Abdelkader, hein, qui a fédéré un certain nombre de tribus, de régions de l'ouest algérien, et qui a fait la guerre aux armées françaises, avec des succès importants. Et c'est un personnage important et impressionnant par ses qualités, pas seulement militaires, mais aussi intellectuelles, humaines, etc. Bon. En tout cas, il y a eu une guerre avec des périodes de traités qui la suspendaient, et puis reprise. Et après, quand le général Bugeaud a été nommé général en chef et a été nommé gouverneur général de l'Algérie, ben, ça a été la guerre à outrance. La guerre à outrance et les massacres. Et la théorie, pour contrôler ce pays, il faut massacrer les gens, il faut couper leurs arbustes, leurs arbres, leurs vergers, leurs récoltes, et il faut les affamer, et il faut les repousser le plus possible, et il faut leur donner, il faut les mettre dans l'impossibilité de survivre, quoi, en quelque sorte. Hein. Ça a été la politique de Bugeaud, et ça a été marqué notamment par un épisode assez emblématique qu'on a appelé les enfumades, parce que comme des populations, des tribus se réfugiaient dans des cavités, dans des grottes qui existaient à différents endroits du pays, eh bien, Bugeaud avait dit, il faut les enfumer comme des renards. Il faut
allumer des brasiers, quoi, à la sortie, les asphyxier. S'il y en a qui essayent de sortir, on les tue, hommes, femmes, enfants, et comme ça, on arrivera à les exterminer. C'est ce qui s'est produit dans plusieurs endroits, aux ordres de Bugeaud, et qui fait partie qui illustre bien, à mon avis, la violence de cette conquête coloniale. Et ça s'est poursuivi au XIXe siècle, et c'est là où je pense que ce retour vers l'histoire est nécessaire. Ce que l'on peut appeler comme les progressistes du XIXe, il y avait différents courants socialistes qui ont émergé, vous savez, il y a eu 1848, le manifeste du Parti communiste, bon, c'était le courant Marx-Engels, et puis il y en avait d'autres, hein, qui ont cohabité dans un essor du socialisme au XIXe siècle. Eh bien, ils sont divisés sur le fait colonial, sur la légitimité ou pas. Les Saint-Simoniens, les différents courants sont divisés là-dessus. Il faut attendre la fin du XIXe pour que un certain Jean Jaurès, qui, lui, acquis au socialisme, s'est interrogé sur ce fait colonial. Et au moment de l'affaire Dreyfus, épisode important aussi dans notre histoire, l'affaire Dreyfus, parce que c'est un autre sujet, mais ça a coïncidé avec un tournant, un moment de prise de conscience dans notre histoire contemporaine de la France. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas d'affirmer des droits de manière générale, comme ça, sans voir que des discriminations raciales peuvent porter atteinte aux droits de certaines personnes. C'est la question de l'antisémitisme. Bon. Et au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu une prise de conscience. À propos de cette affaire, vous connaissez le capitaine Dreyfus, accusé d'espionnage pour des faits qu'il n'avait pas commis. Bon. En tout cas, il y a eu un moment Dreyfus important, parce que ça a été la prise de conscience qu'il peut y avoir du racisme dans une société si elle n'identifie pas, elle ne repère pas ce danger. Et ça a été le cas grâce notamment à des gens comme Jaurès, comme Zola, bien sûr, l'écrivain Zola, qui avait écrit des romans. Il y a un roman de Zola qui s'appelle L'Argent et qui comporte ce qu'on pourrait appeler, en le relisant aujourd'hui, des clichés antisémites, hein, des stéréotypes, bon, comme il y en avait beaucoup dans la littérature, dans la société, dans les dessins, dans la presse du 19e. Donc, Zola, il prend conscience, stoppe l'antisémitisme, et il fait ces articles bien connus. Il en a fait un d'abord qui s'appelle « Pour les Juifs », et puis un deuxième qui s'appelle, vous le savez par cœur, le titre de cet article qui est devenu célèbre, « J'accuse », où il accuse les responsables d'un mensonge d'État. Bon. Et donc il y a eu une prise de conscience. Et Jaurès, qui est un socialiste, un jeune socialiste, pas d'origine prolétarienne en l'occurrence, plutôt d'origine bourgeoise, qui au départ, il est assez, parce que c'est tout ce qui se dit à l'époque, que la colonisation c'est très bien, bon, bah, il reprend ça, il le répète dans telle ou telle conférence, un petit peu comme Jules Ferry le disait à l'époque. Et bien Jaurès, il va en Algérie, il a un ami qui s'appelle René Viviani, qui était un socialiste, un dirigeant socialiste qui a été ministre et qui est d'une famille originaire de Sidi Bel Abbès, dans l'ouest algérien. Et il va y séjourner et il se dit mais ça va pas. D'abord les Européens d'Algérie, même socialistes, ils sont très antisémites, ou ils ont tendance à l'être. Donc il dit ça va pas, il faut arrêter là-dessus. Et par ailleurs, ils sont très anti-égalité avec les Arabes,
opposé au fait d'accorder les mêmes droits aux Arabes. Et alors, Jean Jaurès, c'est un fait qui n'est pas tellement connu, parce qu'à l'époque, il n'est pas réussi à faire passer ses idées. Il dit c'est Madeleine Robert-You qui avait repéré un texte d'un discours de Jaurès où il dit « Il faut une loi donnant la citoyenneté aux Arabes en Algérie. On donne la citoyenneté à tout le monde, on l'avait déjà donnée aux Juifs, c'est ce qu'on avait appelé le décret Crémieux en 1870, il faut le donner aux Arabes aussi. Et puis, à partir de là, il y a une vie politique, les gens font des partis, font des élections, et puis ça se règle autrement que par la violence. » Il aimait cette idée-là. Alors, Madeleine avait repéré ce discours de Jaurès, et avec la Société d'études jaurésiennes et certains historiens, on s'est dit, on va retrouver le projet de loi. Eh bien non, il n'y en a pas eu de déposé, parce que les députés socialistes de l'époque, il y en avait une douzaine, bon, 12-15, c'est pas très facile parce qu'il n'y avait pas de groupe, comme aujourd'hui on se pose la question de savoir qui appartient à tel groupe. À l'époque, c'était une étiquette électorale, c'était un peu flou. Donc, et puis il y avait différents courants. Eh bien, la majorité des députés socialistes de l'époque lui disent à Jaurès, mon gars, oui, c'est très généreux ton idée, mais c'est une catastrophe. Nos amis européens socialistes d'Algérie n'en veulent pas, et c'est une remise en cause de notre domination européenne sur ce territoire, lié au fait colonial. Bon, donc, ça passe pas, et le fait colonial, même s'il est contesté par un certain nombre de socialistes, Jaurès, bon, il est assassiné, comme vous le savez, en 1914, mais il n'est pas tout seul à dire ça. Hein. Mais ils sont plutôt minoritaires. Après, on retrouvera cette critique de la colonisation dans le courant communiste, puisque vous savez tous que ça se coupe en deux en 1920, les socialistes. Et il y a les communistes d'un côté, les socialistes SFIO qui se maintiennent. Et les communistes vont un peu hériter, poussés par Moscou d'ailleurs, poussés par l'internationale qui, au début, parce qu'elle n'a pas tout le temps, Moscou et l'URSS n'ont pas tout le temps tenu le cap d'une critique de fond du colonialisme, mais au début, entre 1920, dirons-nous, il y a un congrès de Bakou où ils soutenaient les peuples d'Orient contre l'impérialisme russe et occidental. Et puis jusqu'en 1935, eh ben, ils poussaient à être anticolonialistes. Et puis après, ça s'est un peu oublié. Ils ont vite, y compris Staline, qui rencontre Pierre Laval en 1935, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il conclut que le problème numéro un, c'est l'Allemagne nazie, et il y avait quelques raisons de le penser, si on se fixait sur les problèmes de l'Europe, et du coup, l'anticolonialisme, on l'oublie. Bon. Et voilà. Et de fait, cette situation coloniale, elle a perduré. C'était une conquête d'ancien régime, je dirais, 1830, plus ou moins acceptée par d'autres, avec des débats, et certains la refusaient, comme Jaurès. Et puis finalement, c'est passé. Et alors, les défenseurs des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, vous savez qu'elle est fondée au moment de l'affaire Dreyfus, 1898. Hein. Eh bien, au début, elle suit un peu Jaurès. Il y a un président qui n'était pas le premier, qui était le deuxième, Francis de Pressensé, qui était un jaurétien, qui était membre aussi du Parti socialiste, qui était le deuxième président de la LDH. Il est critique par rapport à la colonisation. Et il préconise qu'on combatte les abus, les injustices qui découlent du système colonial. Bon, il meurt aussi en 14. Et puis après, il y a la guerre mondiale,
l'appel aux troupes coloniales, comme vous le savez, hein, les tirailleurs, etc., et le développement de l'Europe dans les années 20, dans les années 30, qui va dans le sens d'un essor de la colonisation, sauf les Allemands à qui on pique leurs colonies. Bon, voilà. Donc, c'est passé, ça fait partie de notre histoire. Donc, il est nécessaire d'y faire retour à cette histoire. Et pour arriver au dernier épisode le plus violent, celui de la guerre d'Algérie, hein, dont on commémore donc la fin il y a 60 ans, les accords d'Évian, donc, dont on parlait tout à l'heure, mars 1962, et l'indépendance de l'Algérie, 5 juillet 62, on va arriver à la commémoration, bien peu commémorée en France. Enfin, heureusement, il y a des associations comme les vôtres qui marquent la date et son importance du point de vue de l'histoire mondiale, l'histoire de l'émancipation des peuples coloniaux dans le monde entier, et importance pour l'histoire française aussi. Parce que c'est une date, l'indépendance de l'Algérie, qui montre que ben, la France, elle s'est un peu fourvoyée pendant 300 ans auparavant, en gros. Hein, je suis très rapide. Mais voilà, il y a une remise en cause qui s'est produite en 62. Ceux qui ont mon âge, hein, ou qui sont nés dans les années 40, et qui avaient... Moi, j'étais lycéen à l'époque. J'étais lycéen dans un lycée parisien, et ma découverte de la chose publique, de la politique dans le sens général du terme, ça a été cette période où ça pétaradait dans Paris avec les bombes de l'OAS, hein, des morts, et il y avait, y compris dans nos lycées, de lycéens parisiens ou de la banlieue, eh ben, il y avait des gens qui disaient Algérie française, maintien de la colonisation, et puis des gens qui disaient contre l'OAS, contre les méthodes fascistes reprises par l'OAS, parce qu'ils tuaient à tort et à travers. Ils ont essayé d'assassiner De Gaulle à plusieurs reprises. Hein. Il s'en est tiré, septembre 61, sur la route de Colombey, par miracle. Et une bombe plus mitraillage de l'ADS. Il sort de l'ADS, il dit « Quel maladroit !» Ça, c'est son humour. Bon. Mais il y en aura d'autres, des tentatives d'assassinat, y compris après les accords d'Évian. C'est-à-dire que ces gens-là ont une espèce de rancune tenace. Et en ce moment, la semaine prochaine, enfin le dimanche 26, à la fin de la semaine donc, eh bien, il y a un grand raout à Perpignan qui est décrété capitale de ce qu'ils appellent le cercle algérianiste, l'algérianisme, c'est-à-dire l'Algérie française, et c'est organisé par le maire de Perpignan, hein, un certain Louis Alliot, Rassemblement National, et avec le soutien du RN et de la droite locale, qui lui a offert une sorte de, comment dirais-je, de marchepied pour accéder au pouvoir, parce qu'ils ont cultivé aussi le discours de la colonisation positive et des bienfaits qui lui sont liés. Et alors, à force de le faire par des municipalités de droite non FN-RN, eh ben, c'est l'original qui a été préféré à la copie, comme on le dit, par les électeurs, qu'on dit ben, ceux-là sont finalement ceux qui sont les inspirateurs de ce qui est dit par tout le monde à droite, et donc, vive le RN. Et voilà où on en est. On en est à Perpignan, dans un certain nombre de régions où se sont regroupés des nostalgiques de l'Algérie française,
tous les pieds noirs, comme on les a appelés à la fin de la guerre, ne sont pas à mettre dans le même sac. Beaucoup font du boulot. On sera dimanche prochain avec la Ligue des droits de l'homme locale et avec une association qui s'appelle l'Association des pieds noirs progressistes. Et c'est des gens qui sont originaires d'Algérie, familialement ou personnellement, mais qui disent il faut arrêter de raconter toujours les mêmes bêtises sur la colonisation. C'est pas vrai que c'était la grande fraternité, c'est pas vrai que c'était les bienfaits, etc. Donc, il ne faut pas rejeter l'ensemble d'une catégorie sociale qui a vécu une histoire tragique et compliquée, hein, mais il faut quand même dire les choses. Et là, en France, et c'est l'idée essentielle que je veux faire passer, je ne veux pas être trop long, tu me fais signe. Hein. Non, ça va. Ça va. Il faut qu'on s'arrête à 22h pile pour être à temps, que tu te restaures. Quand même. Bon, mais il faut aussi qu'on ait le temps d'échanger, parce que ce que je peux raconter, c'est une chose, mais le plus intéressant, c'est pas ce que je peux dire, c'est ce que l'on peut échanger et se dire et se répondre. Donc, voilà, le travail n'a pas été fait depuis 60 ans. Il y a eu des moments de prise de conscience. Je parlais du PSU qui avait joué un rôle. C'était des minoritaires issus pour la plupart, au départ, en tout cas le PSA qu'on a servi de préfiguration, Parti socialiste autonome, c'était des socialistes qui se sont dit mais Guy Mollet, c'est pas du socialisme ça. Donc il y avait des gens dans les Ardennes, dans les côtes du Nord, on disait à l'époque, et dans l'Île-de-France, on appelait ça le département de la Seine, hein, qui étaient des minoritaires socialistes et qui disaient non, il faut qu'on rompe avec Guy Mollet. Et ils ont fait ce PSA, PSU. Donc il y a eu des gens comme ça qui ont fait du boulot et qui ont continué à faire du boulot. Mais finalement, la gauche française, elle a réussi à bouffer, si je puis me permettre le terme, ce qui sortait du PSU, ce qui a continué sur cette voie-là anticolonialiste. Hein. Et François Mitterrand, ben, je fais partie de ceux, évidemment, je ne dois pas être le seul, qui a voté pour lui en 1981 et en 1988 et qui a dit Mitterrand à l'Élysée. Mais l'histoire nous oblige à dire que sur cet épisode historique de la France, il n'a pas été bon. Il n'y a pas que, hein, sur l'épisode Vichy, Rafle du Veldiv, il n'était pas terrible non plus. Bon, mais il n'a pas été bon sur l'épisode colonial. Peut-être était-ce lié par sa propre participation au gouvernement Guy Mollet comme ministre de la Justice qui a encouragé des décapitations à l'appel. Bon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, Mireille me disait qu'il a été projeté à Albertville. À Chambéry. À Chambéry, pardon. À Chambéry récemment, le film De nos frères blessés, qui est un très beau film. Si vous avez l'occasion de le revoir, faites-le, parce qu'il évoque justement l'un de ces condamnés à mort, guillotinés, qui avait la particularité d'être favorable à l'indépendance de l'Algérie et d'origine européenne. Fernand Yveton, qui était du membre du Parti communiste algérien. Et le Parti communiste algérien, à la différence des dirigeants du Parti communiste français, il a été favorable à l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et Yveton était un exemple, il y en a d'autres. Hein. Henri Maillot, qui avait détourné des armes, qui était son copain d'ailleurs, qu'on voit dans ce film, et d'autres. Maurice Labanche, je ne vais pas citer tous les noms, mais ils sont bien oubliés, ces gens-là. Et il y avait des Européens. Et il y avait aussi un certain Maurice Audin. Son nom mérite d'être cité parce qu'il y a une association qui s'était constituée à l'époque, après son assassinat par les militaires français qui l'avaient enlevé. Il a été assassiné. Ça a été reconnu par Emmanuel Macron 60 ans après.
Hein. L'affaire Dreyfus, l'innocence de Dreyfus, sa réhabilitation, ça a duré 8 ans. Entre 94, oui, c'est ça. Non, 12 ans. 12 ans. Entre 94, la première condamnation de Dreyfus, et l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation en 1906. 94-1906, ça fait 12 années. Déjà, il était revenu en 98 du bagne. Il a été rejugé, recondamné, et puis après, il a fallu attendre encore. Bon, ça a duré 12 ans. Et ça a été un moment difficile, où des gens tenaient à la culpabilité de Dreyfus. Il y en a toujours des gens qui, dans leur barbe, disent « Oui, mais enfin, on a dit ça depuis un siècle, mais Dreyfus était coupable. Hein ». Il y a des gens qui continuent à le penser. Mais avec l'affaire Audin, ça a été beaucoup plus long. Plus de 60 ans pour qu'un président qui n'était pas de gauche, qui n'est pas de gauche, à ma connaissance, Emmanuel Macron, qui vient d'être réélu, hein, eh bien, c'est ce président qui a eu le courage d'aller rendre visite à la veuve de Maurice Audin, qui s'était battu toute sa vie pour faire reconnaître la vérité, et à qui ni François Mitterrand, ni bien sûr Pompidou, Giscard d'Estaing, avant Mitterrand, mais ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac, ni François Hollande quand il était Premier ministre, ni Lionel Jospin d'abord, et François Hollande quand il était président de la République, je m'embrouille, mais en tout cas personne avant Emmanuel Macron. Bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, j'ai pas envie d'en dire du bien ce soir, et il a pris une claque comme chacun a pu le constater aux dernières élections, mais il a eu ce mérite que d'autres n'avaient pas eu, que les autres n'ont pas eu. Bon, et c'est un cas emblématique. Et Audin était aussi un Européen d'origine. Son père était gendarme, vous voyez. Bon, et il était donc d'une famille d'Européens impliqués dans la colonisation. Son épouse, Josette, était d'une origine pied-noir, hein, désavouée, rejetée par sa famille. Elle s'appelait Josette Sampé, de son nom de jeune fille. Bon, et puis elle a été, comment dirais-je, considérée comme déviante et traître à la cause de l'Algérie française par l'ensemble de sa famille propre. Bon, c'est comme ça. Ça a basculé chez les Pieds-Noirs dans ce sens-là. Pas tous, hein, pas tous, il ne faut jamais l'oublier. Bon, et alors, il a fait cause pour l'indépendance de l'Algérie, il a été enlevé et tué par les militaires français. On ne sait encore pas tout. Hein. On sait qu'il a été tué par les militaires français. Macron l'a reconnu, mais il y a encore de la vérité à établir. Hein. Notamment, est-ce qu'il a été tué intentionnellement, comme une sorte de coup de semonce pour ces communistes algériens qui étaient favorables à l'indépendance du pays, ou bien, comme certains l'ont dit, mais moi j'avoue que je n'y crois pas guère, de manière accidentelle dans une séance de torture. Bon, en tout cas, il n'a pas été le seul, il a été assassiné, et ça fait partie de cette actualité qui ressort périodiquement dans notre présent. Hein? Il a été fait au Père-Lachaise à Paris en 19, un cénotaphe. Il n'a pas de corps, il n'a pas de cadavre. Son fils, Pierre Audin, demande qu'on le recherche. Hein, a demandé aux autorités algériennes qu'on le recherche et aux autorités françaises qu'elles y contribuent. Mais il n'y a pas de corps. Et donc, on a fait au Père-Lachaise, à 2 pas du mur des Fédérés, à 2 pas d'autres monuments qui commémorent les déportés de la Seconde Guerre mondiale, un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est une tombe qui est vide, en gros. Et elle a été inaugurée en 19, et tous les 11 juin, puisque c'est la date de son arrestation-enlèvement, eh bien, on s'y réunit à quelques-uns au Père-Lachaise, et on marque le coup.
Et il va falloir que l'on continue à demander la vérité, puisqu'on ne sait pas tout. Même Macron n'a pas tout dit. Il sait peut-être des trucs qu'il ne dit pas. Et des militaires qui ont privatisé des archives, c'est là où le petit film, si vous l'avez vu, est utile, parce qu'il montre qu'il y a des secrets liés à l'accès aux archives. Hein, eh bien, des militaires ont gardé des archives, privatisé des archives. Le général Massu, c'est le cas. Où sont-elles ces archives? Sa veuve en aurait, et d'autres aussi en ont gardé. Bon, donc, il faut qu'on sache les choses, que les archives soient effectivement ouvertes, accessibles aux chercheurs. Et je terminerai sur juste un fait qui me semble emblématique, et ça sera ma conclusion, et qui est ressorti aussi dans l'actualité récemment, parce qu'il y a un chercheur de Dijon, qui est archiviste en même temps, et qui travaille sur les archives militaires, et celles de la guerre d'Algérie, et celles de l'armée. Et d'ailleurs, c'est un militaire de réserve qui veut que l'armée, elle fasse œuvre de vérité. Bon, et il y a des militaires qui le pensent, il n'est pas le seul, qui le pensent aussi. Il y a des militaires extrémistes qui sont toujours sur la même ligne, dont certains se retrouveront à Perpignan dimanche prochain, mais il y a des militaires qui disent « ma foi, c'est une vieille histoire, il faut dire les choses, si on a torturé, il faut le dire, si on a fait tel ou tel crime, eh ben, il faut le reconnaître. » Et alors, ça sera ça ma conclusion, le chercheur dont je vous parle, à l'université de Dijon, eh bien, il a découvert un ensemble de documents sur la guerre des grottes, les sections de grottes mises en place par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est un point qui n'est pas connu. Quand on en parle, les gens disent « ah bon ?» On en a parlé après ses articles et on a fait une conférence de presse au siège de la Ligue des droits de l'homme aussi, hein, avec ce chercheur. Et quand on en parle à des gens, y compris des journalistes de l'Humanité, etc., ils disent « ah bon, jamais entendu parler de ça ?» Bon. Eh bien, l'armée française a mis en place, à partir de 1956, des sections de grottes rattachées au régiment, mais spécialisées dans l'élaboration d'un gaz asphyxiant pour tuer les gens réfugiés dans les grottes. C'est la méthode Bugeaud des années 1845, mais lui, c'est un bricoleur, quoi. Il mettait le feu à des broussailles. Bon, ça tuait des gens quand même. Mais l'armée française, à l'époque de Salan, eh ben, a dit, on va fabriquer des gaz et des espèces de bonbonnes, là-dessus qui travaillent, qui sont mises dans les grottes, qui asphyxient les gens qui sont à l'intérieur. Parmi eux, il y avait des blessés, parce qu'il y avait des hôpitaux de campagne, il y avait aussi des femmes, etc., des infirmières, du ravitaillement, bon, des civils. Hop, on gazait tout le monde. Gazage, ça rappelle des choses quand même. Alors, il faut faire attention, l'histoire c'est l'histoire, il faut être sérieux, il ne faut pas comparer, mettre des signes égaux partout, etc. Hein? Mais ça rappelle des choses. Et le chercheur en question, je termine là-dessus, qui a participé avec une délégation de l'association Josette et Maurice Audin à 8 jours en Algérie, récemment, la fin mai, début juin. Eh bien, quand il est parti en annonçant des conférences en Algérie pour retrouver les témoins, alors il a des témoins ex-appelés. Hein. Après la conférence de presse qu'on a faite au siège de la LDH, le lendemain, on avait un mail à la LDH disant « j'habite les Bouches-du-Rhône, je suis un ancien appelé d'une section de grotte, je veux vous raconter. » Bon, on a des témoins côté français, côté appelé. Mais ce chercheur, il a dit, il faut aussi qu'il y ait des témoins algériens, qui soient
en possibilité de raconter tel ou tel épisode. Il s'est rendu avec nous à la délégation, et je termine là-dessus. Au moment où il s'est rendu, eh ben, il a été mis en garde par le service historique de la Défense. Attention ce que vous allez dire, on va vous surveiller. Parce que, bon, tous les États ont leur propre service et sont présents. Il n'y a pas que la France, et ce n'est pas toujours pour le pire qu'il y a des services secrets. Mais ils l'ont mis en garde. Et ayant été reçu par ailleurs par l'ambassadeur de France, cette délégation lui en a fait part. L'ambassadeur, il était un peu embêté. Il a dit, oui, ben la recherche est libre en France. Ben, évidemment, c'est la réponse standard qu'on ne peut pas, étant un homme chargé d'une fonction officielle, nier. Mais bon, le message est passé, et puis vous voyez que cette affaire, elle pose problème, elle a un lien très fort avec l'extrême droite, avec le Rassemblement national et avec l'évolution de la droite, parce qu'il n'y a pas que, hein, dans les Alpes-Maritimes, le leader de la droite locale, il dit la même chose que le RN. Hein. Bon, donc ça a des liens avec l'extrême droite, cette question d'histoire, et ça a des liens aussi avec l'évolution de notre société, avec le racisme dans notre société. Hein, le racisme sous ses formes, racisme contre les basanés, contre... Voilà. Je termine. Excusez-moi d'avoir été trop long. Et à vous la parole. On a un petit moment d'échange. Ça a été un argument de la colonisation que de dévoiler les femmes algériennes. Elles avaient à l'époque un habit traditionnel, noir ou blanc, avec une voilette au-dessus sur le visage, là, au-dessous des yeux, qu'on ne voit plus d'ailleurs en Algérie, hein, plus dans les villes en tout cas. Hein. Et bon, c'était une petite remarque comme ça. Et en tout cas, c'était une espèce de propagande ostensible de la part de l'armée, notamment au moment du 13 mai, Massu et son épouse, Madame Massu, avaient dévoilé sur le forum des femmes qui faisaient un peu la gueule, mais bon, elles n'avaient pas l'air de le faire d'elles-mêmes, quoi, mais voilà. Et c'était un argument. Et à mon avis, cette histoire des femmes et du foulard avec une attribution... Alors, il est bien évident, par exemple, les démocrates algériens femmes, pour la plupart, ne sont pas voilées, ne portent pas de foulard. Le mot voilé est piégé, hein. C'est comme le mot burkini. Il y a un arrêt du Conseil d'État là qui vient d'intervenir, qui emploie un terme que n'emploie pas ni les textes de Grenoble, ni le maire Éric Piolle. Bon. Donc, c'est par la manipulation des termes qu'on arrive déjà à induire un certain nombre de raisonnements et de visions. Alors, je ne vais pas être trop long. Le foulard, c'est effectivement un attribut que souvent les femmes démocrates algériennes ne portent pas. Certaines oui, certaines non. Les femmes afghanes qui demandent le droit d'aller à l'école, elles ont tous le foulard sur la tête. Hein. Bon. Et on pourrait trouver d'autres cas où est-ce que c'est le problème numéro 1, aller à l'école, ou est-ce que c'est le problème numéro 1, porter un foulard sur la tête. Bon. En tout cas, la France, depuis cette époque coloniale, elle a une vue, à mon avis, biaisée sur cette question du foulard. Elle en fait une espèce d'élément emblématique d'une manière abusive. Pour la deuxième question, très rapidement, De Gaulle. Alors De Gaulle, c'est un militaire. C'est un homme qui a été éduqué dans une tradition vieille France, hein, aristocratique presque, et puis monarchiste même, si on voit sa biographie, etc. Mais sur le fait colonial, c'est pas un acharné. Ça n'a jamais été. Alors, il a été
il s'est intéressé au problème de l'artillerie, des chars, etc. dans les guerres européennes. Et puis il a participé à une histoire qui est l'histoire de la France, y compris avec son empire colonial, mais c'est pas un acharné. Et quand il se retrouve après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942, De Gaulle y va, il s'oppose à Giraud effectivement, eh bien, les pieds noirs lui font une très mauvaise impression. Ceux qu'on n'appelait pas encore les pieds noirs. Les Européens d'Algérie qui tiennent à leurs privilèges et au statut discriminatoire des Algériens, ça ne lui plaît pas. Il est quand même acquis à les libertés publiques, il faut les rétablir en France, donner même le droit de vote aux femmes, alors que la gauche n'a pas été bonne là-dessus non plus, hein, dans l'entre-deux-guerres. Bon, alors De Gaulle, on pourrait disserter longtemps sur sa politique algérienne, ses raisons, les moments où il l'a choisi, où il l'a dit, qui ne sont peut-être pas les mêmes. Bon, en tout cas, il y a un paradoxe, effectivement. La gauche a été très, très dure avec lui et a même été un peu aveugle sur le tournant favorable à l'indépendance et aux accords d'Évian qu'a fait De Gaulle à la fin. Bon. Mais c'est un sujet compliqué et délicat. Alors, il y a plusieurs questions. Bof. Dans ses mémoires, on sent qu'il ne veut pas négocier et partir vaincu. Il veut que l'armée française ne soit pas vaincue au moment de la négociation. C'est-à-dire qu'il renforce plutôt l'armée française avant les accords d'Évian, plutôt qu'il la fait partir. C'est-à-dire qu'il a une volonté de tenir le terrain jusqu'aux négociations. Mais je pense qu'il a compris qu'il fallait se retirer. Qu'il fallait arrêter la guerre. Oui. Et qu'il fallait faire l'indépendance de l'Algérie. Et il essaye différentes solutions en s'appuyant sur des dissidents, si je puis dire. Vous savez, telle ou telle négociation, Melun, etc. Mais finalement, il comprend que c'est le FLN qui ramasse le morceau et qui... Voilà, et c'est à lui qu'il faut passer le pouvoir. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'à la fin, par exemple, le plan Châle, c'est sous sa présidence, hein, après 58. Mais, et c'est une guerre qui continue et qui même... mais il est dans une situation délicate parce que il est soutenu au moment du 13 mai par des Algéries françaises, en majorité. Rares sont ceux qui savent que ce n'est pas forcément son intention finale, ceux qu'on appelait les gaullistes de gauche, ou comme certains, comme Gaston Defferre, qui n'ont pas un point de vue critique aussi net que ça, parce qu'ils supposent que De Gaulle fera peut-être la paix et l'indépendance de l'Algérie. Bon, en tout cas, la majorité des gens qui le soutiennent en 58 sont Algérie française. Et lui, en 59, en 60, il n'est plus Algérie française, De Gaulle. Et il fait son dernier voyage en Algérie en décembre 60. Là, il y a des tentatives d'assassinat, il écourte son séjour, et il est obligé de revenir en décembre 60, et il ne peut plus y aller. À partir de décembre 60, il ne peut plus y mettre les pieds. Et c'est là où il parle d'une Algérie qui sera indépendante au-dedans et au-dehors, etc., d'une république algérienne. C'est là où il y a le putsch en avril 61. Et à partir de ce moment-là, il y a une coupure au sein de la droite, importante, entre les OAS, si je puis dire, et ceux de sa propre majorité, qui sont Algérie française, comme un certain Michel Debré, qui, lui, est pas pour l'OAS, pas pour tuer De Gaulle, il a une admiration pour De Gaulle, mais pour garder l'Algérie française. Voilà, donc c'est un point d'histoire qui mérite d'être creusé et dit. Bon, je ne suis pas plus long, mais il y aurait des arguments à développer. Il y a d'autres personnes qui demandent la parole. Merci pour tous ces éclairages.
Néanmoins, il y a une dimension qui n'a pas du tout été évoquée et qui peut-être nécessiterait d'être un peu plus creusée par les uns et les autres. Il me semble que les raisons fondamentales de la colonisation sont des raisons quand même très fortement économiques, avec une volonté effectivement de constituer des empires, parce que vous avez évoqué la question du sucre au tout début de l'exposé, mais il s'agissait effectivement à la fois de trouver des débouchés et à la fois de trouver des ressources que les pays européens eux-mêmes n'avaient pas. Et il me semble aussi que cette dimension économique ne peut pas être occultée sur le fait, sur la façon dont les choses ont tardé, ont traîné pour amener effectivement l'indépendance. De Gaulle était quand même représentant, ou en tout cas le serviteur d'un certain nombre d'intérêts économiques. Et les richesses des richesses, notamment dans le Sahara, elles étaient en train d'être découvertes, et il y avait volonté de ne pas couper tous les ponts peut-être pour que ça puisse bénéficier à l'économie française. Donc ça peut peut-être interférer sur les décisions qui sont prises à un moment ou à un autre, sur les positions qui sont plus ou moins fluctuantes, etc. Ça me paraît être une dimension forte quand même. De la même façon que l'environnement, guerre froide aussi, un impact fort. Oui. Merci. Oui, vous avez raison que c'est un phénomène économique, un phénomène d'exploitation, la colonisation. Et il y a des grandes entreprises qui s'occupent du bois en Afrique équatoriale ou qui s'occupent de telle ou telle ressource dans d'autres colonies, qui poussent. Il y a un lobby colonial, j'en ai parlé au moment de la Révolution française, du lobby colonial, mais ça dure. Au XIXe siècle, sous la Troisième République, il y a un lobby colonial qui est constitué de grandes fortunes, la Banque d'Indochine par exemple, qui crée une régie de l'opium et qu'encourage le commerce de l'opium en Indochine. Hein? Ça, c'est un peu oublié, on n'en parle plus maintenant de ça. Qu'il y ait une régie officielle, qui, comme celle du tabac par la suite, eh bien, encourage la culture et la production de l'opium et la commercialisation. Bon, et donc, et puis il n'y a pas que ça, il y a l'EVA qui sert à faire le caoutchouc, et les pneumatiques, pendant longtemps, reposaient entièrement sur l'EVA, etc. Donc, vous avez raison, il y a des gros intérêts économiques qui poussent à la colonisation. Mais les avantages qui sont dus à la domination coloniale, je dirais, pour reprendre un terme parfois utilisé à mauvais escient, ils ruissellent un peu sur l'ensemble de la société. Quand vous visitez les rues de Paris et que vous voyez les immeubles en pierre de taille, et vous voyez tous leurs noms d'architectes, et puis surtout leur date de construction, c'est 1888, 86, 84, années 1890, 1900, 1910, etc. Donc, c'était une richesse, la colonisation. La première avec le sucre, et ça concerne Nantes, Bordeaux, La Rochelle et d'autres villes côtières. Et puis après, quand il y a la deuxième étape de la colonisation, eh bien, toute l'économie en profite, et toutes les catégories sociales, alors pas également les mineurs du Nord ou les ouvriers de la métallurgie, ils ne sont pas les nantis de la période coloniale, mais évidemment, c'est les banquiers de l'Indochine. Mais quand même, d'où le fait que, à mon avis, c'est un phénomène, le phénomène colonial, qui peut produire des bénéfices, entre guillemets, au-delà des intérêts qui en sont
les principaux porteurs. Ça arrive, ça, en histoire. Par exemple, les historiens, comparaison, les historiens qui travaillent sur le nazisme disent, pendant la période de Hitler, le revenu de la classe ouvrière allemande a progressé. C'est un fait économique. Donc, en pillant d'autres pays, en pillant les richesses de la France agricole et autres, en pillant les biens juifs, etc., avec une politique de ce genre, à la Hitler, ça donne la feuille de paye de l'ouvrier moyen allemand s'en trouvait favorisée. Donc il faut regarder ça. Il ne faut pas avoir, à mon avis, l'idée, c'est une affaire qui ne concerne que les capitalistes et la classe ouvrière, elle est hors du coup. Et bien quand on voit justement les socialistes du 19e ou du 20e, ou Guy Mollet, région ouvrière, c'est Arras, Guy Mollet, hein, député d'Arras. Donc c'est là où maintenant on vote RN. Et si on fait l'histoire du socialisme dans le Nord, on s'aperçoit que Jules Guesde, qui était un des, comment dirais-je, un des adversaires alliés de Jaurès, et qui mettait l'accent sur la lutte de classe, Jules Guesde, introducteur du marxisme, etc., lutte de classe. Et bien, sur le fait colonial, il n'était pas d'accord avec Jaurès. Hein? Quand Jaurès a mis en cause la discrimination des Algériens qui n'avaient pas le droit de vote, les guédistes disaient non, 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 laissons tomber ça. Nous, c'est la lutte de classe en France qui nous intéresse. Eh bien, attention, et ça pose le problème, vous savez, de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, de savoir s'il n'y a pas un racisme qui se diffuse dans la société et qui pénètre, y compris dans des catégories sociales populaires. L'extrême droite, examinons les compositions des groupes élus à l'Assemblée nationale dimanche dernier, ben on trouve des ouvriers au RN. Bon, alors, le discours purement classiste ne me semble pas suffisant. Il ne faut pas jeter Marx pour autant, hein, et renoncer à la grille, lutte de classe, prolétariat, bourgeoisie, capitalisme, etc. Mais la classe ouvrière, elle peut parfois se laisser plus ou moins embringuer dans je ne sais quelle aventure et discrimination. Il me semble que c'est aussi nos dimensions de réflexion actuelle. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements, d'autres interrogations? Il y en a encore. Moi, je vais me taire, j'en ai encore, mais comme je ne veux pas vous garder trop tard et que vous avez déjà beaucoup participé. Les pieds rouges, c'était Catherine Simon. Ah oui. Voilà. Oui, ça, donc je disais que Eugène Blanc nous avait conviés à une conférence à la QCV sur les pieds rouges. Oui. Donc il nous a fait découvrir beaucoup de choses, Eugène, à Chambéry. Oui, et il y a eu des Français qui ont soutenu l'indépendance algérienne. C'est ceux qu'on a appelés les porteurs de valises. C'est un peu simpliste de les qualifier ainsi. Mais il y en a eu qui faisaient passer à des Algériens ou à de l'argent collecté par les Algériens les frontières. Et après, il y a eu des Français, quand les pieds noirs, beaucoup de pieds noirs sont partis, pas tous tout de suite, hein, contrairement à une idée reçue, mais beaucoup sont partis, l'Algérie était dans la panade à l'indépendance. Eh bien, il y a des jeunes Français qui sont allés là-bas pour être profs, pour être techniciens, et c'est ceux qu'on a appelés les pieds rouges. Bon. Voilà, monsieur. Oui, juste une question sur le documentaire qu'on a vu auparavant. Il y avait le problème de la déclassification. Donc il semblerait que le président Macron appelle à déclassifier toutes les archives de la guerre d'Algérie et que le ministère de la Défense, lui, impose une déclassification document par document qui rend totalement impossible la consultation. Et je voulais savoir où on en était aujourd'hui, en 2022, de ce problème. Alors, on n'en est plus au problème de la déclassification. Parce que ça a été effectivement une fermeture suscitée par des milieux
au sein de l'armée, et pas que. Il y a un organisme qui s'appelle le SGDSN, qui dépend du Premier ministre, hein, qui a beaucoup géré la crise sanitaire à sa manière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette gestion autoritaire, etc. SGDSN. Et c'est très discret, mais c'est un rouage au sein de l'État qui a beaucoup fermé les archives, qui a joué un rôle dans cette fermeture. Et alors là, il s'est constitué, c'est un peu ce qu'évoque le film que vous avez vu, et un collectif qui était animé par l'historienne Raphaël Branche, là, que l'on voit dans le film, et qui a fait des recours au Conseil d'État. Et autant le Conseil d'État, à mon avis, sur la piscine de Grenoble, il n'a pas été courageux, ni très cohérent, mais c'est mon avis. Hein. En revanche, il a été formidable et inespéré sur cette question de la déclassification. Et il a cassé, annulé une instruction gouvernementale qui imposait ce va-et-vient des classifications. Mais alors, aussitôt après, le gouvernement Castex, et ça c'était en 1er juillet 21, et aussitôt après, ils ont dit, bon, on va mettre dans une loi contre le terrorisme un article 25, qui reverrouille l'accès à certaines archives. Donc c'est sans fin, quoi. C'est un bras de fer qui continue. Mais il y a des victoires à remporter, et puis il y a des choses qui reculent, et c'est un problème citoyen, quoi. Ça n'intéresse pas seulement des archivistes, des historiens dans leur coin qui sont des rats de bibliothèque ou des rats d'archives, comme on le dit. C'est un problème de citoyenneté. En deux mots, est-ce qu'ils n'auraient pas peur de ce qu'ils découvriront? Non. Ben oui, hein, en partie, on peut le dire. Par exemple, ces histoires de ce qu'on appelle les guerres des grottes, cette manière de fabriquer des armes chimiques pour asphyxier des gens dans des grottes, ça ne fait pas plaisir à l'armée qu'on sorte ça. Ils avaient réussi depuis 60 ans à tenir ça sous le boisseau. Quand on en parle, y compris, je vous disais, des gens d'humanité, des anticolonialistes ou autres, ils disent « Ah bon, jamais entendu parler de ça ?» Et en Algérie, lors de la délégation en question, là, eh ben, les gens, pareil, « Ah bon ?» Bugeaud, on savait, mais Salan, on ne savait pas qu'il a fait pire. Alors, vous voyez, donc, ils ont peur, effectivement, que des secrets comme ça, qui ne sont pas très à la gloire de notre pays des droits de l'homme, hein, mais qui sont notre histoire, eh bien, ressortent. Est-ce que vous avez épuisé vos curiosités, ou c'est vous qui êtes épuisé? Le passeport du fils Audin, Ouais. mathématicien. Ah oui. Ouais. Alors, tu peux nous en dire deux mots sur depuis quand il a ce passeport? Ben, il l'a eu très récemment. Il l'a eu à la veille de cette délégation. C'est-à-dire que sa mère, Josette Audin, avait bénéficié en 1963 de la nationalité algérienne. Puis après, il y a eu le coup d'État de Boumedienne, vous savez, en 1965. Et puis, les libertés publiques en Algérie ont posé pas mal de problèmes. Et elle fait partie des gens, des Algériens aussi nombreux, qui ont quitté l'Algérie et qui sont venus en France. Et son fils, qui avait quelques mois à la mort de son père en 1957, il a grandi en France. Il est devenu prof de maths comme sa mère et son père. Et il a demandé à bénéficier explicitement de la nationalité algérienne dont sa mère était titulaire. Donc d'après la loi algérienne, il devait avoir un passeport vert. Et puis c'était pas le cas. Alors, il l'a demandé, il a eu son passeport, il est allé avec son passeport en Algérie, et il était très content de le montrer et de se prévaloir de la nationalité algérienne. Et au-delà de son cas à lui, c'est un cas important pour ce pays, l'Algérie, parce que ça s'est beaucoup refermé à cause de l'OAS, à cause de la majorité des pieds noirs qui ont été de son côté, etc. Et ça s'est construit comme un État réservé aux musulmans et aux indigènes, aux descendants d'indigènes. Et les autres,
y compris les Juifs d'Algérie, et les Européens d'Algérie, ils n'ont pas été tellement intégrés. Il ne s'est pas formé une Algérie arc-en-ciel comme en Afrique du Sud. Il s'est formé une Afrique du Sud arc-en-ciel avec, vous savez, des morceaux des Blancs qui ont dit « Ok, on joue le jeu, one man, one vote ». En Algérie, ça ne s'est pas fait. Tout le monde a suivi Salan, en gros. Tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité, le mainstream, a suivi Salan. Hein? Et les autres, c'était des minoritaires, donc ils se sont trouvés isolés. Et puis beaucoup, y compris Josette Audin, réfugié en France, parce que Goumétienne, parce que... etc. Voilà, donc on pourrait en parler beaucoup plus, mais c'est un fait symbolique, à mon avis. Le passeport est un fait symbolique aussi pour l'Algérie, le passeport d'Audin. Merci Gilles. Je pense qu'on va cesser là, bien qu'il y aurait une autre fois des questions sur la manière dont les historiens en Algérie travaillent, les rencontres, ce qui est possible que vous construisiez ensemble ou pas, et puis aussi le regard du pouvoir algérien ou non sur vos travaux, comment ça se passe. Mais ce serait il y a beaucoup à dire. C'est voilà. Pas toujours facile. C'est pas simple pour eux, les collègues algériens, et le pouvoir algérien n'aime pas non plus le travail des historiens, on peut dire, très vite. Voilà, donc il y aurait encore matière à d'autres rencontres. En tout cas, d'abord, je remercie.